C'était à prévoir tant la stratégie de l'opposition visait à saper, voire annuler le processus électoral en cours. Faustin Archange Touadéra a rempilé à la tête de la République centrafricaine pour 5 ans. Cette victoire acquise dès le premier tour l'a vu recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés le 27 décembre avec 53,92%, tandis que la prochaine étape reste celle de la Cour constitutionnelle qui dispose jusqu'au 19 janvier pour valider cette élection. Après avoir étudié les différents recours annoncés par l'opposition, cette dernière ne l'entend pas de cette oreille. Nous demandons l'annulation pure et simple et la reprise des 2 élections, ont écrit ce mardi 10 candidats de l'opposition recalés par l'Agence nationale des élections. Parmi eux, Anissé Georges Dologuélé et Martin Ziguélé, 2 ex-premiers ministres, arrivés 2e et 3e de ce scrutin. 17 candidats au total étaient en compétition à cette élection pour laquelle François Bozizé n'a pu compétir. Sa candidature ayant été invalidée. Centrafrique, réélection de Touadéra au premier tour. 10 candidats exigent d'annuler le scrutin. Quelle pertinence, c'est le thème de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. À nos côtés sur ce plateau, Jules Justin Yangpati, bonjour. Bonjour Joannès et bonjour chers téléspectateurs. Vous êtes chercheur en droit international et constitutionnel. Face à vous aujourd'hui, Josper Zouadago, bonjour. Bonjour chers confrères, bonjour aux téléspectateurs de Sika TV. Vous êtes journaliste consultant en médias. Les élections ont eu lieu malgré les mouvements rebelles qui ambitionnaient de couper l'accès à la capitale. Quelle est votre lecture du scrutin du dimanche 27 décembre? D'entrée de jeu, je voudrais d'abord féliciter le peuple centrafricain d'avoir réussi cette étape. C'était important parce qu'il fallait finalement un jour que la Centrafrique puisse recouvrer ses lettres de noblesse. Encore que ce peuple a trop souffert de ces antagonismes entre les fils et les filles. Cette élection, de mon point de vue, devrait se tenir et devrait pouvoir offrir à la Centrafrique son passeport pour la paix. Parce que ça en est trop. Et je crois que c'est un épilogue. Et je voudrais souhaiter que cela puisse sonner le glas de la rébellion, de la guerre qui n'en fait que pourrir l'existence de ce peuple. Et donc je crois que c'est l'ultime occasion pour le peuple centrafricain de repartir de bon pied. Alors, le taux de participation annoncé est de 76,31% des voix. C'est un taux qui, visiblement, n'a tenu compte que des quelques 910 000 électeurs inscrits sur environ 1,8 million initialement répertoriés dans les listes électorales. Est-ce que ce taux est bien réaliste? L'opposition parle notamment d'un taux qui est très bas, donc moins de 50% des électeurs auraient pu voter. Oui, c'est vrai que par rapport au taux de participation, l'unanimité n'est pas faite. L'opposition déclare un taux qui tourne autour de la trentaine, 30, 34 et 35%. Mais par rapport à d'autres États, c'est déjà mieux. Par rapport à d'autres États en Afrique francophone de l'Ouest, c'est déjà mieux. Et cela permet en même temps de se poser la question par rapport à la valeur ou à l'importance du taux de participation, aux fonctions du taux de participation au plan électoral. Évidemment, c'est un baromètre de mesure de la légitimité du scrutin, de la légitimité de celui qui est élu, mais en même temps, cela peut permettre de mesurer l'efficacité ou la qualité des différentes règles, mais des différents mécanismes et du processus électoral et tout ça. Mais comme moi j'ai l'habitude de le dire, il ne faut pas appliquer et il ne faut pas rechercher le droit pour rechercher le droit. Il faut rechercher le droit aux côtés ou à côté de la pratique. Tout à l'heure, le grand journaliste que j'ai en face de moi, je crois que c'est M. Anago, voilà, est rapidement allé sur le tableau substantiel, le
contexte dans lequel ces élections se sont déroulées et le contexte dans lequel ce pays-là vit depuis un certain temps. Alors, par rapport au thème pour lequel vous nous avez invités, je me pose la question de savoir, et je crois que c'est même la problématique, il me semble-t-il, est-ce que dans un contexte substantiel présenté par le journaliste tout à l'heure, rébellion, un peuple qui souffre depuis des années, M. Touadéra qui, même avant ces élections, semble ne véritablement pas gouverner le pays, un pays qui a besoin du moindre mal. Est-ce que dans tout ce contexte-là, maintenant, appel à l'annulation du scrutin, est-ce qu'une annulation vaut la peine? C'est là la question clé. C'est-à-dire, où se situe, quand nous prenons le bien, le mal, le médiocre, peut-être, on voit un peu dans l'as gradué. Est-ce qu'il faut rechercher l'excellence dans un contexte comme ça? C'est cela. Et je crois que dans la suite des débats, des discussions, je pourrais revenir pour faire chose. Mais cette élection nous permet, une fois encore, en Afrique, de questionner nos règles électorales, de questionner nos pratiques. Ça, de plus en plus, j'ai l'impression que la démocratie et l'état de droit ne sont pas uniquement garantis par des règles et institutions. Il y a le bon vouloir, il y a l'éducation des hommes politiques, il y a plein d'autres paramètres. Et il faut que les peuples africains aillent à ça. Mais il faut saluer le peu de mal qu'il y a eu, le peu de violence qu'il y a eu. Il aurait été mieux qu'il n'y eût pas eu du tout de violence. Bon, mais il vaut mieux s'en contenter et remercier ou encourager ce peuple-là à aller dans le sens du dialogue. Il me semble, il faut le dire tout de suite, je l'avais déjà dit ici une fois, Hakan Touadéra, je crois que c'est le moins mal ou c'est le mieux. À défaut d'avoir du mieux, il vaut mieux se contenter de lui. Et maintenant, il faut qu'il comprenne qu'il doit changer, il doit aller sur certaines pistes pour qu'on constate véritablement qu'il gouverne la Centrafrique. Alors, est-ce que la réélection du président Touadéra est logique au vu du processus électoral en cours? Réélection au premier tour, j'entends. Bon, moi, je ne voudrais pas ici apprécier le résultat au regard de la personnalité, mais je voudrais plutôt apprécier le résultat au regard de l'attente de l'humanité. C'est important. Je voudrais exagérer à la limite pour dire que toute l'humanité attendait qu'il n'y ait pas de guerre en Centrafrique. Toute l'humanité, j'exagère, attendait qu'en Centrafrique, que les âmes se taisent. Et donc, que ce soit Touadéra ou quelqu'un d'autre qui a été élu, je pense qu'il va falloir déposer les armes et avancer. Et comme l'a dit M. Ogbati tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord. Et il faudrait que celui-là qui a été élu, il s'agit de Touadéra en ce moment, puisse véritablement s'atteler à pousser la Centrafrique vers le chemin de la paix et de la stabilité. C'est important. Donc le taux, je m'en contente très peu. Ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, il y a eu élection. Si vous le voulez bien, les contestations, je ne voudrais pas non plus prendre parti pour un groupe ou un autre, mais les élections, comme ça a été le cas au Burkina Faso ou au Mali, n'ont pas pu couvrir toute l'étendue du territoire national du fait de la guerre. Et donc, cela va de soi qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait un taux de participation énorme, encore que, tout à l'heure, cela a été remis en cause. Mieux, ceux qui aujourd'hui estiment qu'il faut annuler systématiquement le scrutin oublient aussi que la guerre est présente sur le territoire centrafricain et qu'on ne peut pas, ceux qui se disent ne pas pouvoir avoir pris part au scrutin, doivent comprendre aussi que tout le territoire ne peut pas aussi prendre part à ce scrutin dans la mesure où des régions entières sont sous l'emprise des chefs de guerre. Et il y en a encore qui ont voulu compétir, je ne voudrais pas citer Bozizé, qui n'ont pas pu le faire.
Il y en a qui étaient même au sein du gouvernement, qui ont été extraits du gouvernement. Et moi, je dis, si tant est que chacun de ces acteurs veut vraiment que la paix s'installe, qu'ils acceptent de faire l'expérience avec Touadéra, que chacun y contribue. Et ce n'est pas forcément lorsque un certain Bozizé est à la tête de la Centrafrique que la Centrafrique va marcher, ni encore quelqu'un d'autre. Et bon, certains même m'ont appelé à ne pas aller voter. Tout à fait. Mais dans ces conditions, vous appelez les vôtres à ne pas aller voter. Et vous constatez que le résultat n'est pas à votre faveur. Et vous estimez que les élections doivent être reprises. Ça pose un problème. Voilà, alors l'opposition avait appelé effectivement à l'annulation du scrutin, puis à son boycott. Aujourd'hui, elle demande l'annulation de cette élection. Est-ce que, selon vous, c'est une stratégie constante? On a vu beaucoup d'opposants qui ont même appelé à soutenir le mieux placé des leurs, notamment Aniché Jean Dologuélé, qui a reçu le soutien de l'ancien président François Bozizé. Mais la veille du scrutin, François Bozizé dit « Boycottez, nous soutenons la rébellion ». Voilà. Voyons rapidement l'ancrage ou le cadre juridique du concept d'annulation. L'annulation, je crois, la plupart des documents lexico-juridiques et politistes vont vous faire ressortir les éléments suivants. C'est-à-dire, il y a eu un processus. Ce processus est émaillé d'anicroches, d'irrégularités graves. Et ces irrégularités-là conduisent donc à considérer que cela n'a jamais été. C'est cela. Alors cela nous amène à nous poser la question de savoir le processus qu'on vient de vivre en Centrafrique. Quels sont les éléments, de manière objective, quels sont les éléments qui pourraient appeler à une certaine annulation? Et quels sont les arguments, quelle valeur donner aux arguments qui sont élevés par les opposants? Je crois, dans l'actualité ou dans la presse, j'ai lu comme premier élément une élection qui n'a pas couvert tout le territoire centrafricain, comme M. Anago vient de le rappeler, et on évoque fondamentalement l'insécurité. La question se pose de savoir, l'insécurité est-elle du fait du pouvoir en place? Est-elle du fait de l'agence nationale chargée d'organiser les élections? Je crois que l'insécurité doit être constatée ici comme un cas de force majeure ou une situation qui est née de plusieurs paramètres et que le gouvernement est en train de s'employer à gérer ou à régler. On évoque des irrégularités, des fraudes. Mais si c'est le cas, je crois que le juge constitutionnel qui est saisi en la matière a toute la latitude et tout le temps nécessaire pour se prononcer là-dessus. On évoque le fait qu'une certaine diaspora n'aurait pas voté. Je crois que j'ai lu également ça. Si c'est le cas, je crois que la règle ou le souhait, c'est que tous les fils et toutes les filles d'un État puissent voter où qu'ils soient. Tout à fait. Mais cette règle-là, elle est nuancée par des circonstances. Alors, quand j'ai parcouru les différents arguments qui sont évoqués au regard du contexte actuel de la Centrafrique, j'ai l'impression, sans faire un débat politique ou un débat subjectif, sans faire de la subjectivité, je recherche véritablement l'objectivité dans ce que je dis et je suis suffisamment objectif. Je crois que c'est irresponsable et c'est aveugle d'annuler ce processus-là, d'annuler cette élection-là. Parce que là où on est arrivé, ce n'est pas évident qu'on soit arrivé là. Maintenant, rapidement, là, vous avez évoqué Dologuélé, vous avez évoqué Bozizé, vous avez évoqué le gagnant, Touadéra. Oui. Quel est le tableau qui se dessinait avant même le dépôt des candidatures, de mon point de vue? Je voyais, en fait, Touadéra rempilé. Même si je n'ai pas été... Même si j'ai eu l'impression d'un président qui n'a véritablement pas gouverné, qui s'est retrouvé confiné, qui n'est pas allé sur les points essentiels,
Et même si j'ai affaire à une Centrafrique qui se laisse gouverner beaucoup plus par des accords qui sont conclus dans d'autres États en relation avec d'autres États où on a l'impression que cet État est dirigé de l'extérieur. D'où la nécessité d'appeler au principe, de faire appel au principe d'autodétermination interne des peuples, de faire appel au dialogue, de faire appel au dépôt des armes. Alors, l'annulation du scrutin, pour moi, le problème n'est pas là. Bon, c'est vrai que je voyais aussi Bozizé si sa candidature était acceptée. Et je voyais comment il s'appelle Dologuélé Dologuélé un peu. Je voyais l'autre également comment il s'appelle, le nom m'échappe, qui a été soutenu par Seleka dans le temps. Ah oui. Voilà. Celui qui était au Bénin. Voilà, qui était au Bénin. Donc, je voyais le tableau. Totodia. Totodia, voilà. Je voyais cela. Mais le tableau qui me semblait le moins chrysogène ou pacifique de manière acceptable, c'est le tableau Touadéra. Maintenant, je suis très mal placé pour lui donner des conseils ou pour lui dire les pistes à exploiter. Il me semble qu'il doit revoir sa manière de faire. Il doit considérer qu'il est maintenant là. Il est positionné comme martyr de la République centrafricaine. Il doit accepter véritablement être au front. Ça veut dire qu'il faut qu'il ait de la poigne. Il faut que la Centrafrique puisse aller au cessez-le-feu. Il faut que Anti-Balaka, Seleka, les différentes rébellions qu'il y a, dans un contexte de djihadisme, de terrorisme, il faut que très rapidement, là, il travaille à ce que tout ça là se calme. S'il peut régler cela en partie par le gouvernement qu'il va mettre en place, il pourra régler le reste, l'essentiel, essentiellement par le processus de dialogue qu'il va mettre en place. Mais il lui faut véritablement de la poigne. Et que les Centrafricains maintenant travaillent à ce qu'ils se regardent et qu'ils fassent face. Le premier face, c'est 2SE, le deuxième, c'est terminé par CE. Qu'ils fassent face à leurs responsabilités et aux enjeux de l'heure. Je crois que annuler ce scrutin-là, c'est réveiller le chat qui dort. Il vaut mieux se contenter, on veut du gâteau, et on a eu un gâteau avec un peu de vinaigre à côté. Il vaut mieux manger ce qu'on peut manger du gâteau et laisser la partie vinaigre. Donc, il faut avancer. On ne recule pas. La Centrafrique n'a pas intérêt à aller en arrière. Parce que, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, dans un contexte où les armes sont soulevées, dans un contexte où les armes crépitent, les règles juridiques, les règles constitutionnelles et électorales ne garantissent pas la paix. C'est ça. Tout, pendant qu'on a franchi ce cap-là, qu'on avance et qu'on fasse taire les armes, et que le processus de dialogue, de discussion, et qu'ils prennent en main véritablement le pays, pour qu'on n'ait pas l'impression qu'ils gouvernent Bangui et jusqu'à quelques localités. On a vu l'ancien président François Bozizé apporter son soutien à Dologuélé, puis soutenir la rébellion en demandant à la veille donc, du scrutin de le boycotter. À quoi répond la stratégie de François Bozizé selon vous? Non mais il vient une fois encore de démontrer qu'en réalité il en a été beaucoup pour l'instabilité qu'on connaît en Centrafrique malheureusement. Et lorsque vous observez un peu ce processus depuis le début, vous allez remarquer qu'une bonne partie de la population, pour ne pas dire la majorité de la population, en a marre. Cela s'explique et s'illustre à travers les résultats. Le peuple, il faut déambuler dans les rues de Bangui et ailleurs d'autres pour se rendre compte que la population a tellement souffert qu'elle en a assez. Autrement, on aurait observé des mouvements d'humeur en faveur de Bozizé. Ce n'est pas le cas véritablement. Il n'y a que ces partisans de guerre et autres jusqu'au boutistes qui tiennent encore. Et voyez-vous, lorsque d'un côté il va s'allier à l'autre et qu'il se rend compte que ça ne l'arrange pas, il crie non au scrutin, qu'il ne faut même pas aller aux élections. Ça c'est Bozizé. Alors que l'autre était déjà dans la posture de compétir, quoi qu'on dise. Et aujourd'hui on se rend compte que ça n'a pas marché et pour eux tous. Et Bozizé se met dans la posture qu'on lui a toujours reproché. Mais ce que nous n'allons pas oublier, c'est que Bozizé est sous le coup
de poursuite. Tout à fait, de mandat d'arrêt international. À l'interne comme qui à court l'externe. toujours. Et je ne comprends pas. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec M. Oupati pour reconnaître que Touadéra n'a pas la poigne. Autrement, Bozizé ne serait pas là aujourd'hui, jouissant de toute sa pleine liberté. C'est un danger. Enfin, c'est un danger pour le processus de paix en Centrafrique. Ce gars devrait faire profil bas, ne devrait même pas venir en Centrafrique, s'il aimait bien son peuple, revenir après les élections et jouer le messie de la paix et tout. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, moi, je pense que, allant dans le sens de... C'est vrai que j'admire beaucoup ces figures imagées, M. Oupati, allant dans son sens, je dirais qu'il vaut mieux, juste à la prestation du serment de Touadéra, c'est de mettre de l'ordre dans cette affaire. Et on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. La guerre n'a jamais apporté la paix. C'est deux choses contradictoires. Et donc, si Touadéra veut la paix en Centrafrique, s'il faut y aller avec un peu de force. D'ailleurs, vous aviez observé un peu avant le scrutin, n'eût été la présence des Russes, encore que je suis pour la souveraineté des peuples. D'accord. Mais la Centrafrique ne dispose pas de moyens aujourd'hui pour repousser, pour bouter dehors cette rébellion multiple. Il a fallu que les Russes matent la montée sur Bangui. Vous voyez. Et il y a 24 heures, une ville non moins importante est pratiquement aux mains des rebelles. Et donc, c'est ce à quoi ceux qui aujourd'hui contestent le scrutin, c'est ce à quoi ils veulent soumettre le peuple. Et moi, je dis, je suis tout à fait d'accord avec mon vis-à-vis pour dire c'est une ultime chance pour la Centrafrique et surtout pour Touadéra de démontrer de quoi il est capable. Ramener la paix, quel que soit le prix à payer. La paix n'a pas de prix. Alors, un mandat d'arrêt court toujours contre l'ancien président. Pourquoi n'a-t-il pas été inquiété malgré que ce mandat n'ait pas été rapporté, visiblement, toutes ces tentatives pour saper le processus électoral en cours? Oui, vous voyez, comme l'a dit tout à l'heure M. Anago, par rapport à François Bozizé, vous avez vu quelqu'un, un citoyen centrafricain, qui a opéré tranquillement comme quelqu'un qui n'est pas sous un mandat d'arrêt international, qui a opéré comme tout citoyen qui bénéficie de tous ses droits. Cela, ça laisse se demander quelle est en réalité la valeur juridique de ce mandat d'arrêt international contre lui. Je crois que ce mandat d'arrêt international a sa pleine valeur juridique, ça c'est clair. Tout à fait. Alors la question se posait cette fois-ci, c'est une question d'ordre politique. Alors pourquoi les autorités centrafricaines n'ont pas usé de ce moyen-là pour le confiner dans son dernier retranchement? Je dis, c'est certainement lié à la personnalité, à la stratégie et au défaut du président Touadéra. Voilà, je crois. Je dis... Dans une quête de paix, on peut... mais dans une quête de paix, je comprends cela. Puisqu'il a reçu. Ça peut être une stratégie, c'est vrai, ça peut être une stratégie. Mais ce n'est pas impossible non plus de développer une action qui l'amène à comprendre qu'il n'est quand même pas en ce moment-là, c'est vrai, et qu'il est juste sous poursuite. Et qu'il ne devrait pas se permettre certains comportements. Mais au-delà de ça, je complète ce que vous avez dit. En fait, la question que vous avez posée à M. Anago tout à l'heure, là, on peut compléter ceci. En fait, je lis à travers M. Bozizé un peu ce que je vois chez la plupart des hommes politiques africains, c'est-à-dire ils luttent pour ses intérêts personnels. En réalité, ils ne voient pas le peuple en face. Parce que quand ils voient le peuple, s'ils voient véritablement le peuple, ils devraient avoir pitié de ce peuple-là et travailler, aller dans le sens, agir dans le sens de manière à ce qu'il y ait la paix. Mais au-delà de ça, qu'adviendra-t-il du juge constitutionnel? Puisque on a demandé d'annuler le processus électoral. Et on a certainement présenté au juge constitutionnel des éléments qui pourraient l'amener à annuler ce scrutin-là. Qu'est-ce que cela peut donner? C'est vrai, d'avance, on ne peut pas imaginer la suite qu'un juge peut donner à un fait ou à une situation portée devant lui. Mais le juge constitutionnel est un juge de type particulier. C'est un juge politique, c'est un juge social. C'est-à-dire c'est un juge qui prend ses décisions en tenant compte du contexte, en tenant compte des circonstances. Le juge constitutionnel centrafricain n'a pas intérêt à faire annuler cette décision, à faire annuler ce scrutin-là.
S'il fait annuler ce scrutin, c'est qu'il est en train, quelque part, d'ouvrir la brèche pour que ce que les gens ont raté de faire, ce que des gens n'ont pas réussi à faire, qu'ils puissent maintenant rattraper cela à l'occasion du scrutin repris. Maintenant, j'ai lu un peu, on a parlé de la reprise de scrutin dans certaines localités. C'est à étudier pour voir. Sinon, là, il vaut mieux qu'on se contente de ce que l'on a. Maintenant, la coopération militaire, M. Anago, non, je ne suis pas contre. Et vous n'avez pas dit non plus que je suis contre ou que je sois contre. Personne n'est contre. Et la coopération militaire, j'ai eu à le démontrer dans certains de mes écrits, mais c'est nécessaire. Lorsque vous êtes face à la mort et que vous n'avez pas autre chose que de crier, il vaut mieux crier, demander aux gens de venir vous aider. Bon, maintenant, c'est vrai que cette coopération vient du côté de la Russie. Il y a le Rwanda aussi. Oui. Oui, je vais au-delà de la Méditerranée pour dire qu'en général, les puissances internationales n'interviennent pas sans un intérêt derrière. Bon, j'espère que le président Touadéra sera suffisamment vigilant pour ne pas se faire prendre au piège. Mais annuler le scrutin, le juge constitutionnel n'a pas intérêt à aller là. Et il n'ira pas là. Le juge constitutionnel centrafricain n'ira pas là. Je ne suis pas juge constitutionnel là-bas, je ne suis pas consultant là-bas, je ne suis pas son conseiller juridique, je ne suis rien du président de la Cour, du juge constitutionnel de là-bas. Mais je dis, le juge constitutionnel va certainement reconnaître quelques irrégularités, va reconnaître une certaine insécurité par endroit, va reconnaître que tout le territoire n'a pas été couvert, mais que, et au regard de tel aspect, que le scrutin est validé et que Touadéra est déclaré gagnant, et donc va renvoyer M. Touadéra à ses fonctions, et il appartiendra maintenant à M. Touadéra de prendre ses responsabilités. Je vais dire quelque chose d'ordre psychosociologique pour dire ceci. Mais quelque part là, et Bozizé, et Dologele, et tous les autres là, qui n'ont pas été élus là. Peut-être que la nature et Dieu les épargne d'un problème, parce que j'ai parlé de Marty tout à l'heure. J'ai parlé de Marty et j'ai dit que Touadéra doit se mettre au devant de la scène, qu'elle soit. C'est-à-dire, parlant de l'armée, il est le chef suprême de l'armée. Donc il doit être devant, comme un véritable chef de guerre, même s'il y a des généraux. Alors, il faut considérer que c'est certainement la réponse de l'histoire, la réponse de la nature et la réponse de Dieu d'offrir à la Centrafrique actuellement, à l'heure actuelle, Touadéra, pour accomplir une mission donnée, je ne sais laquelle. Je souhaite qu'après cette mission-là, qu'il puisse vivre une retraite paisible. Parce que, je vais le dire tout haut, ce n'est pas facile à un homme, même si c'est qu'un homme très courageux, un homme lion, ce n'est pas facile pour lui de diriger un pays comme la Centrafrique actuellement. Alors, aujourd'hui, le président Touadéra a aussi décidé, on en parlait tout à l'heure, d'éjecter 3 chefs rebelles qui étaient nommés à des postes de responsabilité dans le gouvernement, même en respect de l'accord de Khartoum. Pourquoi avoir attendu maintenant pour le faire? Parce que visiblement, la partition du pays a été constatée durant tout son premier mandat. Les 2/3 du territoire centrafricain sont occupés par la rébellion. Pourquoi maintenant? C'est vrai que d'ici nous pourrons tout deviner. Les arcanes politiques sont ce que ça peut être. Et donc, il s'est sûrement passé beaucoup de choses. Il se pourrait que Touadéra soit en négociation, en discussion, et qu'au bout du rouleau, il s'est vu incompris, peut-être, et que donc il a dû prendre ses responsabilités. Peut-être aussi que, parce qu'en fait, il a beau être président de la République, il y a des conseils ou un certain nombre de consultations qui peuvent venir de l'intérieur de la Centrafrique ou de l'extérieur de la Centrafrique. Peut-être qu'à l'aune de ces considérations, il lui a paru nécessaire, n'est-ce pas, de se défaire de ces personnes. Mais il y a un argument qui tient la route, qui est du ressort même de la logique, à savoir, il ne peut pas, dans une Centrafrique qui se veut pacifique, et dans son rôle de garant de la paix,
et de la stabilité, il ne peut pas composer avec des chefs de guerre. C'est-à-dire, sûrement que ceux-ci ont continué par avoir des postures de chefs de guerre. On peut avoir été chef de guerre hier et devenir très pacifiste et autres le lendemain. Mais si ceux-là ont été finalement mis dehors, c'est qu'il y a des raisons suffisantes pour justifier cette démarche. Et donc, moi, je crois que je ne peux pas dire de façon claire ce qui a prévalu, mais je suis sûr qu'il a fait en connaissance de cause. Et donc, tant mieux. Alors, cet accord de Khartoum n'était-il pas déjà annonciateur de la crise qui prévaut aujourd'hui? Quand dans un accord, on permet à des miliciens d'occuper des postes de responsabilité qu'ils n'occupent finalement jamais réellement, quand des miliciens ont droit à des prébendes, des salaires de ministres de la République, qu'ils ne déposent pas les armes. Il y a des miliciens qui étaient chargés du programme de démobilisation, de réinsertion, notamment de repli des poudrières, des armes dans le pays, mais qui ne l'ont jamais fait, qui ont continué à nourrir la crise. Est-ce que l'accord de Khartoum n'était pas déjà un échec? Vous voyez, le droit est le fruit des faits, des circonstances de l'heure. Cet accord a été conclu à un moment donné, au moment où la Centrafrique avait véritablement été confrontée à ces problèmes que vous venez d'évoquer. Maintenant, un accord n'a véritablement de valeur que lorsque les parties prenantes et les parties signataires respectent cet accord. Vous avez demandé, est-ce que l'accord de Khartoum n'est pas déjà, la jeunesse n'est pas déjà la cause de ce qui se passe en Centrafrique? Je dis oui et non. Oui et non. Ceux qui ont conclu l'accord, comme vous l'avez dit, et qui doivent bénéficier davantage, mais qui par la suite ne respectent pas leurs responsabilités. Je crois, c'est Rousseau qui disait dans du contrat social que l'obéissance à la loi concerne presque telle liberté. C'est qu'en réalité, ils sont liés par leur propre conscience ou par leur inconscient. Ça veut dire qu'ils ne sont plus libres. Maintenant, est-ce que la décision du président Touadéra de s'en débarrasser ou de se débarrasser de ces chefs de guerre, quelle appréciation faut-il faire? Je crois qu'il faut faire une appréciation à la fois juridique et politique, croisée. S'ils ne respectent plus les engagements et qu'ils ne sont plus, ils n'évoluent plus dans le schéma prescrit par l'accord de Khartoum ou par l'accord de gouvernance ou dans le cadre du gouvernement, s'ils rament à compte courant, c'est normal qu'après un certain nombre de rappels à l'ordre, d'avertissements, et qu'on s'en débarrasse. C'est normal qu'on s'en débarrasse. Je suis dans l'appréciation. Maintenant, quand est-ce qu'il faut s'en débarrasser? C'est là, ça appelle une démarche stratégique. Et le président Touadéra, je crois bien qu'il mesure les circonstances, il mesure les rapports de force et qu'il a vu que c'est le moment idoine pour pouvoir agir. Est-ce que c'est une manière pour lui de nous démontrer qu'il commence par avoir de la poigne et qu'il commence par prendre ses responsabilités comme nous le souhaitons? Si c'est le cas, tant mieux. Mais dans un contexte du genre, il est souhaité, je crois que c'est fait. Nous sommes dans la stratégie, là, et nous avons affaire à des miliciens et à des chefs de guerre. Je crois qu'il ne faut pas avancer, il ne faut pas évoluer de manière... Il ne faut pas avancer dans une seule direction. Il y a un travail de fond qui doit avoir été fait. Il y a quelques vérifications qui doivent avoir été faites au niveau des autres chefs de guerre. J'espère qu'on s'est assuré que le fait de se débarrasser de ces chefs de guerre-là ne va pas constituer un ruisseau qui ira alimenter la rivière de désorganisation et de violence en Centrafrique. Et je ne sais pas, M. Touadéra, j'espère qu'il est un très bon stratège, comme quelqu'un que je connais en Afrique de l'Ouest, qui est très stratège et qui ne bouge pas les pions n'importe comment. Ça, là, en matière de stratégie, il est très fort. Et il y a aussi un autre, toujours en Afrique de l'Ouest. Vous savez de qui je parle, certainement. Parce qu'un bon chef d'État, c'est également ça. Le bon chef d'État, c'est également quelqu'un qui sait bouger les pions. Pour finir,
L'acte qu'il a posé là, ça peut lui retourner négativement s'il n'avait pas pris certaines mesures d'ordre stratégique ou s'il n'avait pas fait certaines enquêtes, il n'avait pas fait certaines vérifications. Mais si tous ces réglages-là ont été faits, ce serait pour lui du chemin qu'il est en train de se baliser pour pouvoir prendre ses responsabilités. Maintenant, l'accord de Khartoum, je crois que au-delà de l'accord de Khartoum, les différents accords qui quadrillent les rapports entre les différents hommes politiques en Centrafrique, il faut aller à leur toilettage, à leur relecture, pourquoi pas. Parce que, comme le professeur Poda le dit, il dit, parlant de la Constitution, il dit qu'il faut l'adapter au temps. Moi, je dis également que les accords, il faut les adapter au temps. Quels sont les enjeux actuels ? Et pendant l'accord, il était question de démobiliser les différentes milices et de faire déposer les armes, de faire violence, d'imposer un certain nombre de choses. Maintenant, dans un processus démocratique en griffe, il y a eu un scrutin électoral en griffe et il faut davantage renforcer cette démocratie-là, mais pour renforcer cette démocratie-là, il faut de manière pacifique déposer les armes, il faut faire respecter les règles démocratiques. Et dans un État démocratique, ce ne sont pas les armes qui crépitent, ce sont les voix qui s'élèvent, c'est des discussions qui se font. Donc, moi je considère que l'élection du président Touadéra est pour lui l'occasion de se revitaliser et de travailler pour une Centrafrique renouvelée. Et il faut revoir les différentes fondations là, du pays. Il faut, pourquoi pas, nouer des accords, aller vers des accords. La coopération n'est pas interdite. Donc, il faut complètement travailler à ce que, d'ici la fin de son mandat, qu'on ait une Centrafrique en grande partie renouvelée, débarrassée de cette hantise de mort quotidienne, débarrassée du crépitement des armes, une Centrafrique qui s'améliore dans un contexte de terrorisme, le Tchad, tout ça, vous voyez. Donc le Mali, il faut faire en sorte que véritablement la Centrafrique nous séduise dans les prochaines années. Et je crois que le président Touadéra doit y veiller. Vous savez, quand on fait un tout petit peu de la numérologie, c'est entre parenthèses, ce n'est pas politique. C'est un nom, en fait, le nom du président, c'est un nom suffisamment, c'est un nom qui séduit. Et c'est un nom qui séduit. Et puis vous avez Archange dedans. Je crois qu'il faudrait que, véritablement, l'Archange Michel, il faudrait que les armées célestes ainsi que le Saint-Esprit puisse véritablement assister ce président-là pour qu'il prenne la direction qu'il faut, afin que la Centrafrique véritablement donne des leçons comme le Bénin l'avait fait en 1990. Alors, les 2 tiers du territoire restent donc aux mains des rebelles qui continuent de mener des incursions dans d'autres territoires, aux mains de forces loyalistes. Pourquoi ce problème de démobilisation et de désarmement n'a jamais pu se régler ? Non, mais au-delà de ce que nous voyons, il y a beaucoup d'autres implications. Et c'est cela, en fait, ce qui fait perdurer les guerres dans nos régions. C'est-à-dire, derrière ces chefs de guerre, il y a beaucoup d'autres intérêts. Quand on regarde les pays, n'oublions quand même pas que la Centrafrique reste la Centrafrique, même si, à l'évocation du nom de Centrafrique, on voit pauvreté, il y a quand même un certain Bokassa qui a vécu. Et on n'oublie pas ces affaires de diamants et consorts. Donc, la Centrafrique a beau être un pauvre pays en ce moment, mais c'est un pays qui est quand même assez riche de ses minerais et autres. Et donc, les guerres, souvent, vous allez observer que les guerres perdurent dans ces régions parce qu'il y a un certain nombre d'intérêts. Donc, le business. Oui. Et les gens, pour tout dire, les gens n'ont véritablement pas intérêt à ce qu'il y ait paix. Ces chefs de guerre donneraient tout pour que la guerre continue. Sinon, les armes, ils les ont comment ? Ils s'approvisionnent comment ? Sur quel marché ? Ce sont encore... Il y a des chancelleries aujourd'hui, au-delà de tout soupçon, qui nourrissent ces filières-là. Et donc, certains ont intérêt à ce que la guerre perdure en Centrafrique. Maintenant, le chemin de la paix est semé d'embûches. C'est une évidence, mais il faut forcément quelqu'un, je suis d'accord avec M. Oupati pour dire, il faut quelqu'un qui ait de la poigne pour taper du poing sur la table.
ça ne va pas être facile. Et je disais tantôt qu'il ne pourra pas faire des omelettes, le président Touadéra, sans casser des œufs. Et beaucoup d'œufs. Il a commencé par l'éviction de ces 3 personnalités-là. Et il faut encore continuer. Les coopérations, il peut les multiplier. Non, je ne suis pas contre les coopérations. Je dis je suis pour l'autonomie des peuples, la souveraineté des peuples. D'accord, mais malheureusement, quelle est l'armée africaine aujourd'hui, quand on parle de la sous-région, qui vraiment soit une véritable armée. Même le Nigeria, qui est supposé être une grosse puissance, est là avec son armée. Mais Boko Haram le fait voir de toutes les couleurs chaque matin. Et donc, c'est dire que nos armées, curieusement, c'est le fait de la corruption. Parce que lorsqu'on sait qu'au sein de ces mêmes populations, que ce soit à Bangui ou ailleurs, ces rebelles vivent, se lèvent le matin, vaquent à leurs occupations. Et d'autres populations les voient, enfin, des citoyens centrafricains les voient, mais ne les dénoncent pas. Il y a la peur. Évidemment, mais à côté de la peur, il y a aussi la complicité. Et donc, lorsque c'est ainsi, moi, je ne suis pas assez naïf pour croire que du jour au lendemain, la paix va s'installer systématiquement et définitivement en Centrafrique. Ce serait faux. Par contre, je sais que si le président Touadéra s'y met, la rébellion va regresser en grande partie. C'est ce que je puis dire en me disant aussi que les Nations Unies doivent revoir aussi, ne doivent pas adapter, du moins ne doivent pas appliquer à tous les pays en conflit la même recette. C'est ce que moi je constate. C'est pratiquement la même chose en Côte d'Ivoire. On s'installe et on laisse faire. Ça a été le cas au Rwanda. Et là, ils sont en Centrafrique. En RD Congo, au Mali. Oui, à des moments donnés, il faut adapter les stratégies selon les pays, et selon les contextes. Je n'ai pas l'impression que ce soit ce que les Nations Unies font en ce moment. Et c'est bien dommage. Il faut qu'ils revoient un peu leur stratégie et l'adapter à chaque contexte. À la décharge peut-être des Nations Unies, je n'en suis pas porte-parole. Les missions onusiennes, notamment en Centrafrique, ont été au front ces dernières semaines pour récupérer la plupart des villes qui étaient tombées aux mains des rebelles. Cela s'est fait en soutien des forces centrafricaines, mais aussi des autres forces déployées dans le pays, notamment des Russes, même si la Russie n'a pas confirmé ou a infirmé avoir déployé des troupes officiellement en République centrafricaine. J'aimerais avoir votre avis par rapport au procès qui est fait notamment aux Nations Unies par rapport au déploiement de ces forces-là. Beaucoup estiment que les Nations Unies refusent d'aller au front, mais c'est évidemment des missions, on va dire, de paix. C'est vrai que ce sont des soldats, mais souvent c'est des missions d'interposition pour empêcher que des tueries de masse se fassent. Est-ce que quelque part ce n'est pas normal aussi que une armée étrangère déployée dans le pays refuse d'attaquer un camp peut-être contre l'autre? Oui, la prise de parole de M. Anago ainsi que votre question à mon égard, ça ramène, ça met en jeu tout le débat classique et doctrinal sur la sécurité collective au titre des chapitres 6 et 7 de la Charte des Nations Unies. Déjà, du point de vue institutionnel, des voix se lèvent pour appeler au reformatage, à la revitalisation du Conseil de sécurité. Je ne voudrais pas trop développer cela. Maintenant, par rapport aux missions de paix qui sont envoyées par les Nations Unies dans les différents pays, il me semble que c'est au fil du temps, au fil des années, que ce que vous dénoncez là se remarque. Et j'ai l'impression que dans les années 70, les missions onusiennes étaient des missions beaucoup plus spécialisées, tenant compte des circonstances, du contexte. Mais au fil du temps, ce que vous dites là, ça se remarque. Nous versons cela dans tout ce que dans le récipient de réforme du système des Nations Unies au plan de la sécurité collective. Maintenant, il faut reconnaître toujours à la décharge
des Nations Unies, il faut reconnaître, en plus de ce que vous avez évoqué, un ou deux éléments qui sont fondamentaux. Le premier élément, c'est que les Nations Unies n'ont pas, en réalité, une force de sécurité. Ce sont les États qui déploient. Ce sont les États qui déploient. Et ces militaires, ces soldats qui sont déployés, ils viennent avec toutes leurs formations militaires, ils viennent avec toutes les réserves et qu'ils ont accumulées à travers le service au profit de leur État. Second élément, quand vous prenez une ONU qui prône la paix, qui prône le dialogue, je crois que cette ONU-là doit faire attention. Lorsqu'elle est sur un terrain de maintien de paix, elle doit faire attention pour ne pas être taguée, d'être en train de porter les armes contre un camp au profit d'un autre camp. Vous savez, on a l'habitude de le dire chez nous au plan anthropologique, que lorsque deux personnes se battent et que vous venez les séparer, c'est généralement celui qui sépare là qui porte des coups. Maintenant, au-delà de cela, le tableau en Centrafrique, vous avez les forces onusiennes, vous avez les forces russes, vous avez l'armée centrafricaine. Est-ce que vous êtes sûr qu'il y a une coordination qui se dessine? Est-ce que tout ça là se fait sur la base d'une coordination? Est-ce que chacun ne va pas à Harakiri? Il est nécessaire qu'il y ait une coordination. Et dans ce cadre-là, je crois que les militaires savent le faire. Et donc, je ne vais pas tirer à boulet rouge sur les missions onusiennes par rapport à leur inefficacité sur le terrain. Je vais plutôt poser le problème de l'organisation et de la stratégie qui est conduite sur le terrain. Je vais poser le problème du dialogue qui est conduit entre les différentes forces parties prenantes sur le terrain centrafricain. Et au-delà de tout ça, je pose la problématique de la nécessité de revoir la sécurité collective onusienne au plan général. Et je pose en même temps le problème ou la problématique des forces ou de la force de sécurité africaine ou des forces de sécurité africaines. On est habitué à l'ECOMOG qui, dans le temps, avait commencé par me séduire. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, c'est le Nigeria qui fournissait le maximum. Donc, je crois qu'il faut aller un peu à ça, tout au moins l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique australe. Il faut qu'il y ait une certaine convergence des forces armées, parce que nous avons en réalité des forces armées entre griffes milices. C'est des forces armées plus ou moins faibles, des forces armées qui ne peuvent pas durer très longtemps. Et un pays en développement, ou si vous voulez de manière plus grave, un pays sous-développé, parce que pour moi, sous-développé et en développement, et en voie de développement, c'est pas la même chose. Un pays sous-développé peut toujours voir mal de s'acquérir des armes pour se garantir la paix à travers la sécurité au moment où il y a le chômage des jeunes, il y a plein de problèmes qui se posent. Alors ça appelle qu'en Afrique centrale, le Gabon, la Centrafrique et le Tchad, voilà. Le Tchad n'a pas n'importe quelle armée en Afrique centrale. Donc, il faut que cette coopération dont nous parlons, coopération militaire dont nous parlons, c'est bon qu'elle soit en liaison avec les Nations Unies, qu'elle soit en liaison avec les puissances étrangères, mais il faut surtout qu'elle soit en liaison avec les armées africaines. Pourquoi pas la Centrafrique et le Tchad? Bon, c'est vrai, il peut y avoir de petits problèmes, mais les dirigeants africains ont intérêt à taire les petits problèmes et à regarder les peuples en face pour que les peuples cessent d'être des canons, des chers canons, comme on le dit, et qu'on recherche beaucoup plus le pain et la paix pour les peuples africains et pour le peuple centrafricain. Monsieur Anago, je voudrais mettre un petit bémol. Vous avez dit que vous ne voulez pas être naïf pour croire pourquoi la paix très rapidement en République centrafricaine. Moi non plus, je ne voudrais pas être naïf, mais il me semble que quand on fait appel à des stratèges, à des gens qui sont vraiment experts en stratégie, qui sont experts en dialogue, quand on fait appel à ceux-là, il faut que M. Touadéra
tendent la main à de véritables experts et qu'ils réfléchissent. Moi, je crois, en 2 ans, Oui. non, on peut faire mouche. On peut faire 2 ans, ça fait 365 jours fois 2. deux. Et ça dépend des options du président élu. Vous voyez, c'est ça. Et la paix d'abord. La paix. Entre la paix et le pain, vous prenez quoi? Il faut être en paix pour pouvoir sortir aller acheter du pain. Tout à fait. C'est la raison pour laquelle, tout en comprenant votre déclaration, nous devons travailler à ce qu'on puisse rapidement aller à la paix. Nous, en planification et en gestion de projet, là également, ce n'est pas à l'ordre ce n'est pas dans l'ordre du jour, ce n'est pas dans le débat, mais en stratégie, en planification, en gestion de projet, c'est possible qu'en tenant compte de ce que nous appelons les différentes contraintes dans le temps, c'est possible de tenir compte du temps et de définir des actions, des stratégies, des mesures nécessaires pour aboutir aux objectifs en tenant compte du temps. Je crois que c'est à cela. Par rapport à ça, la manière dont, quand je prends un peu la manière dont le régime béninois a commencé ses réformes au Bénin dès 2016, vous avez vu le rythme avec lequel on a agi. Je parle uniquement de ça, parce que je crois que tout n'est pas mauvais. Tout au moins, on a senti un certain chronogramme et on a senti qu'on a le souci du développement économique du pays, industriel du pays, et il faut relever, il faut agir. Je crois qu'il faut un chronogramme du genre, il faut une stratégie du genre, il faut des actions du genre, et le président Touadéra doit aller vite. Eh bien, c'est pour cela que j'ai dit, et je le précise à nouveau, il est au milieu du héros et du martyr. Il doit travailler pour devenir le héros de la Centrafrique. Maintenant, si à défaut il ne le devient pas, il faut qu'il accepte être martyr pour la Centrafrique. Alors, dans le pays, il y a aussi les organisations internationales qui sont clairement impliquées, aussi bien au niveau des élections que du suivi du processus, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU ou encore la CEAC, la communauté d'État d'Afrique centrale, qui ont donc investi parfois des millions de dollars pour organiser ces élections-là. L'État centrafricain, on le sait, est assez pauvre. Ces organisations-là louent la détermination des Centrafricains à exister leur droit de vote malgré les nombreux obstacles dans une déclaration conjointe. Quelle est votre réaction? On a l'impression que souvent ces organisations disent oui, il y a des irrégularités, mais ce sont des irrégularités mineures, il faut accepter, il faut continuer, parfois même au détriment de la morale ou de toute logique. Oui, mais il faut nuancer un peu cette attitude aussi, parce que tous les scrutins ne se ressentent pas selon les contextes. Le scrutin qui s'est déroulé en Centrafrique est majeur pour conduire vers un dégel de la situation. On ne peut pas comparer ce scrutin à celui qui pourrait se dérouler au Bénin. La Centrafrique est en guerre. Et ces organisations, d'ailleurs, nous ne les comptons pas parmi nous, enfin, véritablement, parce qu'ici, ce n'est pas un théâtre de guerre. Bon, ben, là-bas, c'est totalement différent. Avoir investi autant de ressources pour aboutir à un scrutin que certains appellent à annuler immédiatement, ça pose un problème. Ça, il faut le reconnaître. Même si les résultats sont mitigés, de mon point de vue, je me dis, dans le contexte qui est celui de la Centrafrique, il faut faire avec, en attendant d'améliorer. Vraiment, c'est ce que moi je puis dire. Et d'ailleurs, ces organisations internationales ont compris le challenge et ne voudront pas, de mon point de vue, qu'on annule cette élection et qu'on y réinvestisse. Il y a aussi l'investissement humain, au-delà de tous les autres investissements. Donc, moi, je crois que le contexte centrafricain impose à ce qu'on fasse avec ce qui a pu être obtenu et qu'on améliore les fois à venir. Alors, la Russie aussi, on le sait, puissant soutien de la Centrafrique et du président Touadéra notamment. On sait que le président Touadéra, quand il est arrivé, a visiblement pris un peu cette distance avec la nation colonisatrice, est beaucoup plus rapproché des Russes. Sa sécurité privée serait gardée par des Russes. La Russie aussi a salué donc cette réélection-là, cette élection-là, a salué ce scrutin. Est-ce que c'était un soutien désintéressé
de la Russie, ce positionnement russe en Centrafrique qui s'affirme notamment coopération militaire, déploiement, on le sait, de personnel pour former, on le sait, déploiement de matériel aussi, d'engins lourds, de chars en Centrafrique, d'aéronefs, autant d'éléments que on voit, on va dire, une militarisation renforcée sous la coupole des Russes. Qu'est-ce que cela implique? Mais c'est bon. C'est bon. La Russie, ça nous rappelle un peu les fondements du mur de Berlin. Vous voyez, ce à quoi nous sommes habitués, nous étions habitués jusqu'aux années 90. Et cela a sonné le glas de l'éclatement de l'URSS. Et la Russie, grande puissance internationale, a le droit de refaire ses marques et de se repositionner sur le plan stratégique. Quel intérêt la Russie a-t-elle à soutenir Touadéra, à soutenir la Centrafrique? Touadéra s'étant éloigné de la métropole. Mais il y a d'abord un intérêt politique. Il y a un intérêt politique, il y a un intérêt stratégique. Il y a un intérêt moral. Moral, pas dans le sens de votre morale à vous, la morale dans le sens de... on se sent à l'aise. Et un positionnement stratégique en Afrique centrale, en Afrique, un désir de séduction ou un désir de séduire d'autres petits États ou d'autres États pour que ces États-là aillent à une certaine reconnaissance de la puissance de l'URSS. Je voudrais m'inspirer un peu de Daniel Moucha à travers son ouvrage de sociologie politique pour dire que les puissances se nourrissent, les États se nourrissent de la puissance et de la stratégie. Donc l'Union et la Russie ne va pas faire ça là sans avoir un intérêt. Au-delà de cela, les richesses, les minerais et tout ça, on ne va pas savoir. Nous n'allons pas savoir tout ça là, comment ça va se passer. Mais c'est tant mieux. Et le président Touadéra, je crois, a besoin de coopération du genre. Bon, l'essentiel est de ne pas s'associer de puissances contradictoires ou de puissances qui vont sur le terrain et se contredire et lui donner de la constipation ou donner de la constipation à sa gouvernance. C'est le plus important. Mais il faut reconnaître que le président Touadéra également, il joue le jeu en tenant compte du contexte politique international. Un contexte où les États-Unis ont tout fait d'écraser la Russie sur le plan politique et stratégique, et laquelle Russie a besoin de se remettre et tout ça. Et tout à l'heure, là, vous avez dit, je crois que c'est M. Anago, c'est vous justement qui avez qui avez dit la Centrafrique un pays pauvre. Et rapidement, là, j'ai vu passer en filigrane des ouvrages, j'ai vu le professeur, j'ai vu plein de documents. Non, je crois que un pays n'est pas pauvre et la Centrafrique n'est pas pauvre. La Centrafrique, sa pauvreté, son problème ou ses problèmes se situent plutôt au niveau de l'inorganisation, au niveau de l'indiscipline, au niveau de la discipline. Et ça se pose beaucoup plus par rapport au défaut de consensus. Maintenant, la morale, oui, morale et élection, en soi, ce n'est pas bien qu'il y ait eu un scrutin électoral et que ce soit émaillé d'irrégularités, qu'on voit que cela, il y a quand même des jeunes qui sont en train d'étudier le droit, il y a qui vont se dire, mais ça là, c'est quoi ça? Mais dans le contexte centrafricain, il vaut mieux se contenter de ce gâteau avec un peu de vinaigre. Voilà, on vous aura compris. Josperzo Anago, vous êtes journaliste consultant média. Face à vous aujourd'hui, Juge Nyongpati, chercheur en droit international et constitutionnel. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour l'autre mot de votre émission.